Chers auditeurs, chères auditrices, chers élèves, bonjour. Ce matin, nous avons le plaisir de vous présenter une leçon de sciences physiques. Mais avant, bienvenue en classe sur l'ORTM. Alors, nous sommes en enseignement fondamental, comme vous le voyez au tableau. On est en classe de 9e année fondamentale. Le thème de la leçon, c'est le treuil. Et cette leçon vous sera présentée par M. Ali Sagara, conseiller sciences au Cap de Touroukoro. Alors, voilà comment les choses vont se passer. Nous allons d'abord partir, comme toute leçon, avec le plan qu'on a pu dégager pour cette leçon, pour votre compréhension. Nous avons dégagé deux grands axes comme plan de cette leçon. Sur le treuil, qui est la suite d'une leçon sur les machines simples que nous avons commencé il y a plus d'une semaine. Nous avons vu ensemble le levier, nous avons vu la poulie, et aujourd'hui, la troisième machine simple s'intitule le treuil. Alors, pour l'étude du treuil, on a jugé nécessaire de dégager le plan. Et ce plan, il est composé essentiellement de deux grandes parties: la description et le principe de fonctionnement du treuil, la condition d'équilibre du treuil. De ce plan, on va faire sortir les objectifs. Par objectif, ce que le maître veut de l'élève à la fin de cette leçon. Qu'est-ce qu'on voudrait que l'élève soit capable de faire? À la fin de cette leçon, l'élève doit être capable d'écrire le treuil et son principe de fonctionnement. L'élève doit être capable d'établir la condition d'équilibre du treuil. L'élève doit être capable d'appliquer cette relation dans des exercices. Et enfin, l'élève doit être capable de citer quelques exemples de treuil. Alors, toujours par rapport à ces objectifs, il s'agit de voir les grands axes, comme je l'ai dit au départ. Il ne s'agit pas pour l'élève de venir réciter de façon linéaire la leçon de A à Z, mais de pouvoir décrire un treuil et son principe de fonctionnement, de pouvoir établir la condition d'équilibre d'un treuil, d'appliquer cette relation lorsqu'on est en phase d'un exercice. Au mieux encore, l'élève doit être capable de donner quelques exemples de treuil dans la vie courante. Alors, on va en arriver. Comme dit, nous avons en grand 1 la description et le principe de fonctionnement. Alors, on va ensemble observer ce dessin sous-dessous pour tenter de dégager les différents éléments, les différentes parties que constitue le treuil. Alors, on va revenir au schéma. Voici le dessin ou le schéma d'un treuil. Il est essentiellement composé d'un tambour, on l'appelle aussi un cylindre. Si vous voulez, voilà un tambour cylindrique. Autour de ce tambour s'enroule ce qu'on appelle une corde. Tantôt on l'appelle aussi un câble. Il est fixé à ce point-là. Et cette corde, elle permet de tirer sur une masse. Voilà notre masse ici là. Si c'est un poids, un fardeau, si vous voulez, vous pouvez l'appeler ainsi. Alors, comment est-ce qu'on va faire tourner ce tambour? C'est à partir d'une manivelle. Nous avons la manivelle qui est là. Et ce tambour est actionné par une manivelle. Et cette manivelle, elle est fixée là. Elle est fixée au centre de l'une de ses extrémités. Voilà le tambour, le cylindre. Voilà une extrémité du cylindre. Et voilà l'autre extrémité. Donc, la manivelle, elle est fixée là. Elle est fixée au centre de l'une de ses extrémités. Maintenant, lorsque l'utilisateur il applique la force à partir de la manivelle, il va tourner sur la manivelle. À chaque fois qu'il tourne, c'est un mouvement de rotation.
ce mouvement de rotation alors, se traduit par un mouvement de translation de notre charge, de notre fardeau, de notre poids. Chaque fois qu'on pivote, on fait tourner la manivelle, le câble ou la corde va s'enrouler sur votre tambour ou votre cylindre et ce mouvement de rotation est compensé par un mouvement de translation de la charge qui va monter. Alors, je me répète très rapidement. Un treuil est composé d'un tambour ou un cylindre autour duquel s'enroule une corde ou un câble. Voilà la corde ou câble. Et cela permet de soutenir ou encore de tirer sur une masse. Le tambour est actionné par une manivelle ici présente. Et cette manivelle, on peut l'actionner à la main, comme on peut l'actionner aussi à partir d'un moteur. Alors, elle est fixée là, à ce tambour, à l'une de ses extrémités. Alors, si ce schéma il paraît un peu trop réel, c'est un peu le schéma le semi-concret. Je m'avais vous présenter un peu le concret. Du semi-concret, alors on va passer un peu au concret. Voilà un modèle de treuil. Voilà ce modèle de treuil. Et nous avons modélisé cela. Et je pense que chacun de vous, chaque élève, il va tenter aussi à son tour, je vous invite à le faire à la maison, de faire un modèle de treuil. C'est pour dire que c'est très simple. Le tambour dont je parle, le voilà, un tambour, on peut l'appeler le cylindre, et la corde ou le câble qui s'enroule autour de notre cylindre, la voilà cette corde. La masse ou le fardeau à soulever est là, ici représenté par un bidon d'eau. La manivelle qui permet de faire tourner notre tambour, notre cylindre, la voilà, cette manivelle. Et on peut considérer cet axe vertical comme l'axe OOX, comme vous le voyez ici sur le dessin, O. Et de l'autre côté, nous avons O'. Donc, pour se résumer, le treuil il est composé d'un tambour ou d'un cylindre, une manivelle qui permet d'actionner, de faire tourner le tambour, et autour de ce cylindre, de ce tambour, la corde va s'enrouler et c'est ce qui fait monter votre charge. Le tout est supporté ici par ce qu'on appelle un support. Voilà un deuxième support. On le pose sur le support et on actionne. Quand je prends comme ça, ma main gauche constitue mon support et je fais monter. Voilà. Comme je peux le faire aussi descendre. C'est très simple. Donc, je vous invite aussi à développer des compétences. Si vous êtes capable de définir le treuil, alors vous devrez être capable d'en fabriquer ou d'en faire usage. Lorsque je sais définir le treuil, c'est une connaissance acquise. Mais lorsque je sais manipuler un treuil, là, c'est des compétences acquises. C'est-à-dire, on a la main là-dedans, on peut le manipuler. Donc, construisez un treuil chez vous, comme M. Sagara l'a fait, et vous allez essayer de l'actionner à partir de votre main. La charge est là, et vous allez comprendre aisément. Alors, après cela, puisque nous avons maintenant compris la description et le principe de fonctionnement, à partir de ce schéma, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que le treuil. La définition, elle est toute simple. Le treuil n'est autre chose qu'un appareil de levage, c'est-à-dire qui permet de lever, ça peut me permettre de faire descendre, hein. Mais on va le définir comme un appareil de levage. Il est composé d'un cylindre que l'on fait tourner sur un axe OO' et autour duquel s'enroule une corde ou un câble. Voilà une définition toute simple. Le treuil est un appareil de levage composé d'un cylindre que l'on fait tourner sur un axe OO' et autour duquel s'enroule une corde ou câble. Voilà la définition toute simple du treuil. On passe en grand 2, la condition d'équilibre du treuil.
Cette condition d'équilibre, nous l'avons vue avec le levier, nous l'avons vu aussi avec la poulie. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est une forme de routine maintenant. À chaque fois que nous avons touché une machine simple, que ce soit le levier, que ce soit la poulie, on a toujours parlé de sa description, de son principe de fonctionnement, mais aussi de sa condition d'équilibre. Et il en est de même pour le treuil, qui est la troisième machine simple que nous sommes en train d'étudier. Nous avons déjà parlé de sa description, de son principe de fonctionnement. Nous avons donné une définition. Alors, quand est-ce qu'un treuil est dit en équilibre? Quand est-ce que le treuil est en équilibre? Alors, observez avec moi ce dessin. Et si vous observez le treuil le long de son axe, c'est-à-dire que vous regardez le treuil, le long de son axe, vous allez comprendre facilement que le treuil est comme un levier. Généralement, on le dit dans vos recherches documentaires, vous avez vu chaque fois, on dit que le treuil est un levier. Pourquoi le treuil est un levier? Nous faisons un pas en arrière. Nous sommes sur la leçon sur le levier. Lorsque vous vous rappelez sur la description du levier, vous avez vu que le levier, il comprenait aussi deux bras. Le bras OA et le bras OB. On a dit que le bras OA, c'était ce qui est appelé le bras moteur. L'utilisateur, il applique sa force à partir de A pour essayer de vaincre le poids P. Ensuite, dans le levier, on a parlé aussi du second bras qui est appelé le bras OB. Vous voyez, l'axe est là. Le bras OB. Le bras OA, le bras OB. Nous constatons que le bras OA, c'est comme si c'était la longueur de la manivelle. On l'a représenté ici par R. C'est le rayon de la manivelle, grand R. Et c'est pourquoi vous allez voir que lorsque je vais faire un tour de la manivelle, je décris un cercle imaginaire. Quand je fais un tour de la manivelle, je vais décrire un cercle imaginaire, d'où la présence de ce cercle, ces traits discontinus. Il ne faut pas le confondre avec le tambour ou avec le cylindre lui-même. Ce trait discontinu, c'est un trait imaginaire. C'est le tour de la manivelle. Quand on fait un tour de la manivelle, il décrit un cercle. Alors, ce cercle-là a pour rayon grand R ici. C'est ce qui constitue notre bras moteur du levier du treuil. Et lorsque vous venez voir le second bras, OB, est ici représenté par petit r. Petit r représente le rayon de notre cylindre ou du tambour. Le rayon du cylindre ou du tambour. Alors, le bras OA, le bras OB, c'est ce qui nous fait dire que le treuil est aussi un levier. Mieux encore, vous allez voir, le point d'appui est là, O. Lorsque vous avez vu les machines simples avec le levier, on a dit que lorsque le point d'appui se trouve entre la force résistante et la force motrice, alors ce genre de levier était un levier inter-appui. Vous voyez ici, dans le cadre du treuil, ce treuil, le point d'appui est entre la force motrice, le point A, B et A, si vous voulez, entre la force motrice et la force résistante. Voilà pourquoi, généralement, on dit que le levier et le treuil sont un peu pareils. Treuil égale levier, c'est dans ce sens qu'on le dit. Deux bras, un bras moteur et un bras résistant, comme vous le constatez sur ce dessin. Et avant de continuer, nous avons vu que OA, il est représenté ici par grand R, parce qu'on va en venir. Et nous avons vu ici que OB, qui est le rayon du cylindre, il est représenté ici par petit r. C'est pourquoi nous l'avons écrit ici. OB égale à petit r.
Ceci étant compris, nous allons essayer de traduire tout cela par... On revient encore à ce dispositif. Le bras OA, qui est le bras moteur, c'est-à-dire l'utilisateur est là, il applique une force F pour tenter de vaincre la force résistante ici en P. Ce bras OA, il est représenté par R, ce qui est écrit OA égale à R. Le bras OB, représenté par petit r, qui est le rayon du cylindre, représenté ici là par OB égale à petit r. F, vous voyez F, est la force motrice appliquée en A à la manivelle. Comme je le dis, l'utilisateur, c'est à partir de là, il va essayer d'actionner. P, que vous voyez là, on l'a écrit, P est le poids du fardeau, c'est le poids à vaincre, c'est la force résistante. Maintenant, quand est-ce que ce treuil est en équilibre? À l'équilibre, on peut écrire que F fois OA, tout comme le levier, F fois le bras moteur est égal à P fois le bras résistant. Ceci en substance, F de OA est égal à P de OB. P de OB. Puisqu'au départ, on a dit que OA égale à grand R, OB égale à petit r, on va remplacer OA par grand R, OB par petit r, et voilà ce qu'on obtient. On obtient F fois R égale à P fois petit r. Autrement dit, lorsque vous cherchez la force, F égale à P fois petit r sur grand R. Dans le cas où vous cherchez le poids, P, il est égal à la force motrice, le rapport grand R sur petit r. Donc, voilà la condition d'équilibre du treuil. Un treuil est en équilibre lorsque F fois R égale à P fois R. Mais faites beaucoup attention, parce qu'un treuil n'est pas efficace lorsque certains paramètres ne sont pas respectés. Qu'est-ce qu'on appelle efficacité du treuil? Et imaginez un gros cylindre au bout duquel vous allez fixer une toute petite manivelle. Vous allez essayer de le tourner. Il va sans dire que le résultat ne sera pas efficace. Ou lorsque vous allez prendre un tout petit cylindre et vous allez lui fixer une très grosse manivelle, le résultat ne sera pas probant. C'est pourquoi, en NB, j'ai noté, l'efficacité d'un treuil est déterminée par le rapport entre le diamètre du cylindre ou tambour et celui de la circonférence décrite par la manivelle. Donc, vous voyez le rapport diamètre du cylindre ou tambour par la circonférence décrite par la manivelle, c'est qu'il voit petit r sur grand R. Et tant que cela n'est pas respecté, votre treuil ne sera pas du tout opérationnel. Donc, je vous préviens, avant de construire, il faut tenir compte de ces paramètres-là pour que votre treuil soit vraiment efficace. On passe maintenant à quelques exemples de treuil, puisqu'on l'a déjà demandé. Nous avons dit au départ que l'élève doit être capable de citer quelques exemples de treuil. Selon les cas, on distingue plusieurs qualités, plusieurs genres de treuil, mais que vous les avez même déjà vus, même touchés, sans peut-être se rendre compte que ce sont des treuils. Mais ici, je vais vous citer le pédalier d'une bicyclette comme exemple de treuil, le treuil de puits, le treuil des grues, les grandes machines, vous allez certainement constater, lors d'une construction des bâtiments, vous allez voir un treuil monté qui peut faire monter des tonnes de béton et ensuite qui fait descendre. Donc, c'est des sortes aussi de treuils, mais ce sont des treuils électriques ou des treuils peut-être actionnés de façon mécanique. Autre exemple, en longueur de journée, vous entendez des ascenseurs. Si vous avez l'habitude de rentrer dans un ascenseur, quitter l'étage 1 pour l'étage 5 ou 6, on va utiliser l'ascenseur. L'ascenseur va essayer de remonter. C'est aussi un exemple
de treuil. Il peut être électrique comme il peut être hydraulique, c'est-à-dire qui est actionné par une pompe à eau. Donc, lorsque vous allez continuer des recherches documentaires, vous allez voir que on va vous parler des treuils manuels, c'est les treuils simples que nous avons ici. On va vous parler aussi des treuils mécaniques, on va vous parler des treuils électriques, on va vous parler aussi des treuils hydrauliques, c'est-à-dire des treuils de pompe à eau. Donc, ce qui est important, il faudrait qu'à la fin de cette leçon, l'élève soit capable, en retour, de nous donner quelques exemples de treuil. Maintenant, on va partir des connaissances, contrôle de connaissances. Alors, il va vous demander de dessiner le schéma annoté d'un treuil. Une fois que vous avez compris, on a déjà vu le dispositif. Alors, il vous appartient maintenant de dessiner le schéma annoté d'un treuil. Vous allez essayer de décrire le treuil et son principe de fonctionnement. Vous allez essayer d'établir la formule de la condition d'équilibre du treuil. Et vous allez enfin citer quelques exemples de treuil. Ça, c'est un contrôle de connaissances. Vous allez vous mettre à cet exercice à la maison pour voir si vous avez compris quelque chose. Deuxième phase, c'est la phase d'évaluation. C'est un petit exercice. On dispose d'un treuil pour monter d'un puits un seau de masse 25 kg. Le diamètre du tambour est 15 cm. La longueur de la manivelle est 37,5 cm. Quel effort faut-il fournir pour équilibrer le poids du seau? Donc voilà, vous allez vous mettre à ce gymnastique intellectuelle pour essayer de traiter cet exercice-là. Ensuite, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes à la fin de la leçon. J'ose croire que vous avez pu tirer quelques profits. Merci mes chers élèves et à la prochaine leçon.